Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Alors c'est un format spécial où je vais parler en plusieurs parties du cholestérol. Donc on m'a posé la question sur le cholestérol et j'ai décidé de faire plusieurs vidéos. Cette première vidéo, elle fait suite à la vidéo que j'ai faite avec le Dr Lorgeril qui est présente sur la chaîne et sur les images que j'ai publiées sur le compte Instagram, notamment sur la partie 1, la partie 2 du cholestérol, etc. Alors il y a beaucoup, à cause de ce cholestérol-là, on a eu des recommandations alimentaires qui ont été très mauvaises et des recommandations alimentaires qui n'ont pas cessé d'être paradoxales. Pour faire une parenthèse avec le French Paradox. Alors juste pour le respect de la chaîne, etc., ayez un respect au niveau commentaires, politesse, etc. Et notamment, on dit que les petits esprits attaquent les personnes et les grands esprits attaquent les idées. Donc vous savez quoi faire parce que vous êtes maintenant des gens intelligents. Bon, le cholestérol. Alors pour comprendre le cholestérol, il faut savoir déjà qu'est-ce que c'est et je vais raconter un peu la genèse et je vais reprendre un peu sur l'étude d'Ansel Keys, donc l'étude des 6 pays et l'étude des 7 pays. Donc déjà, le cholestérol, c'est un lipide qui est extrêmement important pour le corps, c'est une brique indispensable qui permet de tenir en fait les cellules. Sans cholestérol, vous n'avez pas de cellules, les cellules s'écroulent, les mitochondries dégénèrent et vous n'avez pas d'énergie. Et pourtant, ça fait des milliers d'années qu'on a du cholestérol et on n'a pas d'élimination du voie du cholestérol. C'est-à-dire qu'on a une élimination que par le cycle entérohépatique et de 5%. Et en fait, vous avez donc le cholestérol total que vous voyez dans l'analyse de sang, c'est le cholestérol HDL, donc High Density Lipoprotein, et LDL, Low Density Lipoprotein. Et même la question, qu'est-ce qu'on dose au niveau analyse de sang? On dose les lipoprotéines, on ne dose pas le cholestérol. Et là, vous commencez un peu à comprendre. Donc, qu'est-ce que lipoprotéines? C'est des transporteurs qui ont le cholestérol. Donc, au niveau sanguin, on va doser, par exemple, les camions et non les pois chiches. Ce qui reste problématique, puisqu'en fait, si on dose les camions et pas les pois chiches, c'est pas très précis. Autant doser les pois chiches et non les camions. Et donc, vous avez le LDL qui transporte l'hypoprotéine, le cholestérol du foie vers les cellules, et les cellules qui récupèrent le LDL. Et donc on a ce qu'on dit le HDL des cellules vers le foie. Et donc c'est juste un transporteur, il n'y a pas de transporteur de cholestérol. Et donc on dose les lipoprotéines, comme on doserait les triglycérides, on dose le glycérol, enfin on dose le glycérol et non les acides gras, puisque on sait très bien que dans l'analyse de sang, les acides gras sont évacués via une lipase et on dose que le glycérol et donc c'est pas très précis et donc ça sert à rien. Donc quelle est l'utilité du dosage des triglycérides dans les risques cardiovasculaires? Et le cholestérol a été impacté pour le risque cardiovasculaire, mais vous allez voir à quel point les recommandations de votre médecin sont fausses. On vous dit toujours diminuer le jaune d'œuf pour diminuer le cholestérol sanguin, mais ça n'a rien à voir. Ce sont des recommandations archaïques que même Ansel Keys, un plus grand scientifique, et même celui qui a dit que le cholestérol impactait les problèmes d'athérosclérose et les risques cardiovasculaires, disait que le cholestérol alimentaire n'a rien à voir avec le cholestérol sanguin. Et pourtant, vous finissez avec votre médecin en vous disant diminuer le jaune d'œuf, c'est toxique. Bon. C'est pas parce que le cholestérol est présent dans la scène du crime, notamment le LDL qui est présent dans la scène du crime, que forcément ça en fait un coupable. Lorsque vous avez là, cette image-là de pompier qui est dans la scène du crime, où vous avez des pompiers qui sont présents lorsqu'il y a un feu, présent d'un feu, est-ce que ce sont les pompiers qui sont coupables? Pourquoi ne diabolise-t-on pas le calcium puisqu'on mesure le score calcique? C'est complètement étrange quand même d'avoir cette approche-là. Et pourtant, c'est le cas. Et pour reprendre la genèse du cholestérol, il faut remonter dès les années 1910 avec Nikolai Liskov. C'est un scientifique qui a, par le pur hasard, dit on va bourrer les lapins de graisse et on va voir l'impact sur l'athérosclérose. Alors, le lapin est herbivore, mais là, c'est devenu un cannibale omnivore. Et on va bourrer de graisse en lui disant, voilà, on va voir ce qui va se passer. Donc, effectivement, le lapin ne développe pas des problèmes d'athérosclérose, et là, il en développe des problèmes d'athérosclérose. Et on se retrouve avec un lapin qui développe des problèmes d'athérosclérose au niveau du foie, des plaques au niveau du foie et de l'aorte. Et d'ailleurs, il développe le lapin en corrélation, donc plus on donne du cholestérol, plus il développe des plaques d'athérosclérose, ce qui n'est pas le cas chez l'humain. Et donc il en développe notamment chez l'aorte et dans le foie, alors qu'on ne trouve pas ces plaques-là chez l'humain. Et notamment même pas dans l'aorte, puisque l'aorte c'est l'artère qui envoie le sang vers les cellules. Nous on en trouve dans les artères coronaires. Beaucoup de plaques d'athérosclérose dans les artères coronaires et pas dans l'aorte. Pourtant, ces lapins cardiaques, c'est revenu, c'est resté dans la science. C'est complètement fou quand même, hein, alors qu'on parle d'essais randomisés en double aveugle. Bon, le Randomized Control Trial. Et on a donc de ces lapins cardiaques, donc qui sont complètement différents, hein, on les a bourrés. Et à cause de ça, ce lapin cardiaque, on a des recommandations là et des scientifiques qui pensent à ça. En 1933, il faut comprendre que là, c'est là où on a détecté, c'est là où on comprend un peu la régulation du cholestérol. Donc des souris, des scientifiques, Sean Wimmer et Brush en 1933, ils bourrent les souris de cholestérol et ils voient ce qui se passe. Lorsqu'ils leur mettent du cholestérol, en fait, leur production s'arrête et lorsqu'on enlève le cholestérol, leur production augmente par le foie. Et donc là, on voit qu'il y a une régulation interne du cholestérol. Et donc en gros, que le cholestérol alimentaire a un impact sur le cholestérol sanguin, mais c'est autorégulé.
Et donc c'est le foie qui produit le cholestérol. Et d'ailleurs la question sur la toxicité, elle est très importante parce qu'on se dit, ok, si le foie produit le cholestérol, et si même dans l'hypothèse que ce sont les pompiers qui sont coupables, alors pourquoi ne diabolise-t-on pas en fait la conséquence, enfin la cause de cette conséquence du cholestérol? Pourquoi on ne va pas diaboliser le foie? C'est le foie le coupable en fait. C'est pas le cholestérol, c'est le foie. Pourquoi ils n'ont pas bloqué simplement le foie qui produit le cholestérol? Si on sait que c'est le foie qui produit 70% du cholestérol, donc on n'a plus qu'à bloquer le foie qui bloque le cholestérol, qui bloque les problèmes cardiovasculaires. Attention, je vais donner des idées aux industriels. Et donc c'est ça la question. Et donc dans cette question-là, on peut parler comme de Wisdom of the Body par Walter Cannon ici, on a une régulation feedback positif et négatif. Bon, c'est un peu ce qui se passe dans le corps humain. Ça a été même déclaré par Edgar Morin. 1936, Lawrence Berry, le co-inventeur de la découverte du cholestérol, donc au niveau sanguin, lui qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ni l'incidence, ni la sévérité des plaques d'athérosclérose ne sont affectées par le cholestérol sanguin. Je répète, Lawrence Berry en 1936. Ni l'incidence, ni la sévérité des plaques d'athérosclérose ne sont affectées par le cholestérol sanguin. C'est-à-dire en fait que même si le cholestérol sanguin est normal, il ne va rien se passer au niveau de l'athérosclérose. Ça, c'est après des centaines de patients qu'il a opérés et qu'il a regardé, Lawrence Berry. Bon, il y a un autre, John Goffman, le père de la lipodologie clinique. On peut donc dire, et donc ça il le dit après des centaines de patients, on peut donc dire avec certitude que les conséquences de la survenue des plaques d'athérosclérose n'a rien à voir avec le cholestérol sanguin. John Goffman, en 55. C'est là où il dit, on trouve le lien entre... C'est John Goffman qui trouve la corrélation entre le LDL positif, la corrélation positive entre le LDL et les problèmes cardiovasculaires, et le HDL, la corrélation négative entre HDL et les problèmes cardiovasculaires. Sauf que le HDL tombe dans les oubliettes et ça revient 20 ans après, dans les années 50, 55, enfin plus tard, 70, avec les résultats de l'étude de Framingham. Parce que il y avait un biais de sélection dans l'étude de Framingham. Parce que en fait, les industriels publiaient ce qu'ils avaient envie de publier. Même si c'était mauvais, ils ne publiaient pas. Donc là, on voit où c'est complètement... ça, c'était avant la réglementation, ça a été complètement HS. Bon. Donc le moment où ils ont, avec la nouvelle réglementation d'ailleurs, fait un aparté parce que je parlais de Framingham, le moment où il y a eu la nouvelle réglementation en 2007, où les industriels étaient dans l'obligation de publier toutes leurs données, et pas qu'une seule donnée, ce qu'on appelle un biais de sélection, toutes leurs données. C'est frauduleux ça, c'est frauduleux ce qui s'est passé avec Framingham. On s'est retrouvé avec le cholestérol qui n'avait plus aucune association avec les problèmes cardiovasculaires. Avant on avait des associations et maintenant il n'y a plus d'association. Donc posez-vous la question. Donc ça c'était un biais. Donc on a John Goffman et on a Michael DeBocquet qui lui... ça a été cité dans le JAMA en 2005. C'est un des plus grands chirurgiens de tous les temps, Michael DeBocquet. D'ailleurs, Alton Osner avec lui ont trouvé le lien entre les problèmes pulmonaires et le tabac. Ils ont fait un lien. Ça a été un des premiers qui ont découvert ça. Ils ont été attaqués. Pour cette hypothèse-là, ils ont été attaqués. D'ailleurs, on pourrait dire ridicule, dangereux, évident par Sean Schopenhauer, repris par Idriss Aberkan. Donc une idée n'est jamais acceptée. Donc forcément, vous arrivez avec une idée qui est différente et vous dire ouais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Ça, c'est la question de Schopenhauer. Mais pour revenir sur Michael DeBocquet, c'est le chirurgien de tous les temps. Un ponte dans la chirurgie cardiaque. C'est dans le pontage coronarien. C'est pas n'importe quoi. On est au-dessus. Et donc, il intervient avec l'armée puisque c'est lui qui incite les médecins donc, des hôpitaux à aller sur ligne de front. On est pendant la Seconde Guerre mondiale, on est après la Seconde Guerre mondiale et même avant, on est en pleine guerre. Là, vous voyez, il y avait la Première et la Seconde Guerre mondiale, on est en pleine guerre. Et d'ailleurs, c'est la crise, c'est la guerre mondiale, c'est cette guerre-là qui a incité les gens à trouver des solutions au niveau scientifique. On pourrait parler de Nikola Tesla et les rayons X, où il fallait trouver des solutions. D'ailleurs, n'oubliez pas la Grande Dépression avec Edison, Tesla, Ford. C'est dans les crises qu'on trouve des solutions. Et là, ils ont incité les scientifiques à trouver des solutions parce que déjà, on avait plein de soldats, plein de familles qui mouraient de problèmes cardiovasculaires. Et donc, c'était une épidémie, on devait trouver une solution. Et donc ça, c'était Michael DeBocquet. Et Michael DeBocquet a eu le prix, en fait, la Légion de mérite parce que ça a été il a dit avec ses collaborateurs que ça a été un des pionniers à créer ce qu'on appelle l'hôpital chirurgical de l'armée mobile, et notamment en Corée. Et l'armée lui a décerné la Légion du mérite. Et notamment, alors Michael DeBocquet, parce que je le cite, parce que c'est un scientifique éminent qu'il faut comprendre avant dans l'histoire, Michael DeBocquet a permis, notamment, alors c'est lui qui a dit aussi qu'il ne croyait pas au mythe du cholestérol, notamment pour les plaques d'athérosclérose, enfin de la cause du cholestérol dans les plaques d'athérosclérose. Revenons à l'idée du foie cholestérol, problème cardiovasculaire. Là, il y a une petite image avec le foie. Pourquoi ne tuons pas le foie, puisque c'est lui qui produit le cholestérol, si on pense que c'est lui qui cause des problèmes cardiovasculaires. Et donc Michael DeBocquet, lui, pensait que c'était une origine virale ou bactérienne. Et d'ailleurs, beaucoup de scientifiques sont allés
dans ce sens-là, à chercher les infections bactériennes ou virales. Donc lui pensait que c'était ça. Je reviens sur l'athérosclérose qui est très important. Je reviens sur l'athérosclérose, je ne l'ai pas cité. L'athérosclérose, athérosclérose en grec, athéro mou, sclérose dur, mou, dur, mou, dur, dur, mou. Bon, athérosclérose mou, dur. Et dans l'athérosclérose, il y avait 3 types de tissus qui étaient en lien avec ça, notamment les tissus endothéliaux, vasculaires, plaquettaires endothéliales et le muscle lisse de la paroi artérielle. Et donc en fait, ces 3 types de tissus étaient en lien dans la création de l'athérosclérose. L'athérosclérose, en fait, c'est une plaque et ça diminue la lumière artérielle. Enfin, ce qui est impactant, c'est pas tant la lumière artérielle, c'est le caillot qui arrive et qui bloque. Et donc on a cette plaque-là, et il y en a des facteurs qui aggravent cette plaque. Notamment, on a alors l'orjury l'a défini comme la tumeur bénigne, mais ça a été déjà décrit auparavant par des scientifiques, la tumeur bénigne. Je vous remets des scientifiques par la tumeur bénigne, et cette tumeur bénigne, il parlait notamment de l'homocysténémie, qui est très important pour le risque cardiovasculaire. Et là, on parlera plus tard d'autres choses. Et donc cette tumeur bénigne est augmentée par l'insuline, petit A, par l'insuline. Deuxième temps, par les substances donc endothéliales et les substances plaquettaires. Voilà ce qui augmente la croissance de cette tumeur bénigne. Mais l'athérosclérose se crée avec de l'insuline aussi, elle croît avec de l'insuline. Et d'ailleurs, on peut noter la problématique entre les patients qui ont des problèmes cardiovasculaires et des problèmes de diabète, d'hyperinsulinémie. Donc, on voit le lien entre les deux. On voit que ceux qui ont des problèmes de diabète ont des problèmes cardiovasculaires. Et donc, faudrait-il pas lutter contre la diminution de l'insuline pour les plaques d'athérosclérose? C'est ça la question en fait. On en revient à ce que réellement c'est la cause le cholestérol. Et là, on sait que c'est pas la cause d'ailleurs. Comme je dis, diminuer les graisses alimentaires pour diminuer le cholestérol, c'est même Ansel Keys ne l'a pas cru. Bon, et pourtant, ça a été noté. Là, on est avec Michael DeBocquet. Michael DeBocquet qui a cité avec Ronald Reagan. Donc, alors en Houston en 64. Il a, sur 1400 patients, il a défini le même axe que le cholestérol sanguin n'a rien à voir avec le problème d'athérosclérose lorsqu'il a ouvert le cœur. Et notamment, à la fin de sa vie, il y avait plus de 15 000 patients. Et lorsqu'il est intervenu dans la conférence avec Ronald Reagan, le 9 avril 87, il a dit clairement que le cholestérol alimentaire, le cholestérol sanguin n'avait rien à voir avec les problèmes cardiovasculaires. Et d'autant plus aussi que ce cholestérol-là, s'il était bas, il y avait des risques de maladies cardiovasculaires. Ça, c'était Michael DeBocquet. On revient maintenant sur les années 50, c'est la guerre, etc. C'est cette partie-là où on a l'intervention d'Ansel Keys. Ansel Keys. Alors, avant de parler d'Ansel Keys, au niveau scientifique, ce qu'il a fait, c'est à cause de ces études d'observation qu'on s'est retrouvé avec des conneries au niveau recommandations. On a la diminution des graisses alimentaires quasi à 15% par l'American Heart Association et le NIH. Les États-Unis, à cause de lui, ont défini ça, et puis les Français ont suivi à cause de ceci. Ça a été très très grave. Ansel Keys était presque un politicien, c'était un idéaliste, c'est un scientifique brillant, et qui voulait aller à la fin de ses idées. Ça veut dire que c'était quelqu'un de motivé. Et il avait un impact politique. D'ailleurs, dans le magazine Times, il a fait la couverture que vous pouvez voir ici. La couverture du magazine Times, c'est parce que, à cause de ceci, les recommandations ont été appliquées. Mais on va revenir sur ce caractère-là. Ce caractère a tout changé, en fait. À force d'être dans un mensonge, vous y croyez. Alors lui, il pensait que le cholestérol, c'était la cause des maladies cardiovasculaires. Et plus précisément que les graisses augmentaient le cholestérol, qui augmentait les problèmes cardiovasculaires. Ça, c'est lui qui pensait ça. Il faut comprendre qu'Ansel Keys, il a travaillé sur la ration K, notamment dans les guerres, dans la guerre mondiale. Il a travaillé sur la ration K, ces trucs très caloriques, et l'étude du Minnesota, notamment sur la famine, etc. Il a bossé donc sur le cholestérol. Il s'est dit, ok, j'ai montré que les graisses augmentent les problèmes cardiovasculaires, les MCV. Et donc, il a lancé l'étude des CPI. Et donc là, vous avez l'étude des CPI qui est présente. Et donc là, vous avez une courbe droite, ça monte comme si vous montez le mont Everest. Là, vous avez une courbe qui monte, donc vous pouvez voir la photo là, où là, on a une association entre les graisses et le cholestérol. C'est foutu. Là, on peut dire que c'est foutu. Alors, ça a été une bombe dans les années 50, ça a été une courbe, clairement une bombe pour Ansel Keys. Alors, le problème, c'est qu'Ansel Keys, je vous ai dit, c'était un scientifique intelligent, brillant, et parfois frauduleux dans ses manières. Et ça, c'est Lord Juril qui dit le mot frauduleux. Donc, je reprends les études du docteur Lord Juril, que vous avez peut-être une vidéo avec lui précédemment. C'est un mec brillant qui a quand même, qui est allé loin. Il a fait ce qu'on appelle un biais de confirmation d'hypothèse. Il a sélectionné ceux qu'il avait envie, il n'a pas sélectionné ce qu'il n'avait pas envie. En gros, il avait à la base pas 6 pays, mais 22 pays. Et là, vous avez la courbe. Et là, vous voyez la courbe, elle est totalement différente parce que ce n'est pas exactement les mêmes données qu'on avait. Et là, vous voyez bien que la corrélation n'est pas évidente. Et pourtant, dans l'étude des 6 pays, il y a 2 choses qui sont problématiques. Première problématique, c'est qu'on sortait de la guerre. Et dans la guerre, les modes alimentaires n'étaient pas les bons. C'est-à-dire qu'on avait un mode alimentaire qui n'était pas les bons, où les gens avaient changé leur mode de vie. Après la guerre, forcément, vous vous en rendez bien compte qu'on n'est pas en train de manger les plats qu'on veut. Non, c'est très compliqué. Et donc, ce biais-là n'a pas été considéré. Premier point. Deuxième point,
Donc on a dit, il a biais de sélection d'hypothèses, il a fait ce qu'il a envie. C'est complètement fou pour un scientifique, alors qu'un scientifique doit toujours prouver qu'il a tort et non qu'il a raison. Karl Popper, philosophe des sciences, que je vous incite à lire, beaucoup de grands scientifiques ont utilisé les travaux de Karl Popper sur ce qu'on appelle la scientificité. Une hypothèse réfutable. Une hypothèse réfutable n'est pas fausse. C'est-à-dire que prouver que ce que je fais là est faux, c'est juste peut-être qu'elle peut être réfutable. Mais c'est dans une étude ou dans une idée réfutable ou dans une discussion réfutable que vous allez apprendre des choses. Exemple, je vais vous dire que aujourd'hui il va pleuvoir, demain soit il va pleuvoir, soit il va faire soleil, soit il va neiger. Bon, mais il va neiger. Bref, en gros, vous n'avez pas trop le choix, vous n'allez rien comprendre. Parce que vous savez, c'est comme l'astrologie, vous n'avez pas trop le choix. Par contre, maintenant, si je dis que demain, il va pleuvoir sur 20 mètres cubes, temps de 8h à 9h, mais qu'il pleut en fait de 11h à 12h, c'est pas réellement faux en fait. C'est que vous allez apprendre énormément de choses, pourquoi j'ai calculé et pourquoi je suis arrivé à là. Et c'est exactement ce que dit Karl Popper. Et aujourd'hui, les scientifiques comme Ansel Keys ou d'autres, sans citer de nom, se basent uniquement sur le fait d'avoir raison et non d'avoir tort. Or, tout scientifique doit montrer qu'il a tort. Et quand on montre des sujets qui ont tort, ben là, on peut essayer de comprendre la méthodologie, en fait, vous voyez, c'est un petit peu ça. On en revient même l'avant Big Bang en physique, où on dit mais qu'est-ce qui s'est passé avant Big Bang? Pourquoi on a des atomes d'hydrogène qui sont créés dans les 60 secondes? Et pourquoi on a des molécules qui se sont créées, parce que le noyau des molécules s'est créé dans 60 secondes, et puis l'atome d'hydrogène s'est créé 380 000 ans après, exactement 379 000 ans après, ce qui est complètement fou en fait. Mais on peut se poser la question. Et puis il y a le mur de Planck, etc. Pour ceux qui savent, la constante de l'heure, machin. Donc il faut lire un petit peu aussi autre chose et lire la philosophie, lire la physique, lire les mathématiques. C'est ce qui fait de vous un esprit complet, pas un être complet, un esprit complet. Et donc Ansel Keys, il fait donc ces trois biais, et puis il met ses données donc au niveau de l'OMS et là il se fait ridiculiser dans son ego. Il se fait ridiculiser et il veut prendre sa revanche. Et il dit, je vais lancer dans les années 55 l'étude des 7 pays. Ça avait été publié, les données dans 75, je crois, et 85, donc 15 et 20 ans après. Vous avez l'étude des 7 pays, Seven Country Studies, qui est lancée, la fameuse étude des 7 pays qui a révolutionné d'un point de vue positif ou négatif, notamment avec le régime méditerranéen, enfin le régime crétois qui était partagé, le régime méditerranéen qui confère une immunité aux Crétois par rapport au risque cardiovasculaire. La question est d'autant plus intéressante que je me suis penché sur cette question-là. Et bon, ça a pris du temps de faire cette vidéo, elle n'est pas sortie comme ça, parce que j'ai lu, j'ai bouquiné, j'ai essayé de réfléchir. En tout cas, cette partie, je parlerai de l'étude Framingham et l'étude MRFIT qui a suivi, donc l'essai clinique par contre, qui a suivi Keys pour vous parler de l'hypothèse complètement qui s'est effondrée. Ansel Keys donc lance l'étude des 7 pays. Cette étude des 7 pays reçoit une bourse de 200 000 $, ce qui est énorme à l'époque, c'était énorme, et il va suivre donc par rapport aux problèmes de cholestérol, d'hypertension et de tabac. Et donc il va suivre ces populations et il va dans un deuxième temps suivre des cohortes. 15 et 20 ans après, il publie les résultats, il va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, c'est très intéressant. Alors, lui, il conclut 3 choses. Et je vais vous dire, par contre, les stats. Mais il publie 3 choses. Première, deuxième chose, troisième chose. Première chose, c'est qu'en fait, les graisses saturées. Alors là, il s'intéresse, dans les 6 pays, il s'intéresse aux graisses classiques qui augmentent le cholestérol total. Et dans l'étude des 7 pays, il s'intéresse aux graisses saturées. Il allait dans le réductionnisme, dans le nutritionnisme. Confère Skrinis. Le bouquin est là. Qui est le maître, qui est celui qui a inspiré Anthony Fardet. Donc, l'étude des 7 pays, et donc dans l'étude des 7 pays, il pense que les graisses saturées augmentent le cholestérol augmente les problèmes cardiovasculaires, le cholestérol sanguin, il ne parle pas du cholestérol alimentaire, et il dit que les graisses monosaturées ont un impact négatif, enfin positif sur le risque négatif, sur le risque cardiovasculaire. Donc ça diminue le risque cardio. Ça, c'est les 3 hypothèses qu'il a tirées de ses conclusions sur les 7 pays. Maintenant, je vais revenir, et là, vous avez l'écriture de ce qui se passe. Donc, par décès, expérimenté en nombre de décès par décennie et rapporté au chiffre 10 000, vous avez 9 décès d'origine cardiovasculaire chez les Crétois, 992 chez les bûcherons et fermiers donc de Finlande. Entre les deux extrêmes, on trouvait des villages japonais avec 66 décès et des cheminots romains à 290 décès et d'autres cheminots américains avec 570 décès cardiovasculaires. Ensuite aussi, je vous mets la courbe là, vous avez la courbe en fait qui représente un petit peu son étude et vous voyez en fait ce qui se passe. Donc comment expliquer qu'un cholestérol à 6,0 nanomol soit 4 fois plus toxique pour des Finlandais que chez les Crétois? Ça c'est problématique chez Ansel Keys, c'est les 7 pays. Et vous allez voir les biais qu'il y a chez Ansel Keys et cette étude des 7 pays. Déjà, pourquoi un cholestérol est plus toxique? Pourquoi une molécule est plus toxique chez un peuple et pas un autre? Étrange quand même, étrange. Et on vous parle ensuite d'études d'observation, mais on s'en fout d'études d'observation. Il faut voir les essais cliniques. Donc là, pourquoi une molécule est toxique chez un pays et pas un autre? Et même, deuxième problématique, même dans un même pays comme la Finlande, dans 2 régions différentes, vous avez des choses opposées. C'est complètement bizarre. Ça, ce sont des biais qu'il n'a pas entrevus.
Troisième point, il n'a pas publié ses études. Dans une grande revue, journal international, nous n'avons pas eu ces études publiées. En fait, il a gardé ses données. C'est pas possible de faire ça, Ansel Keys, c'est pas possible. Ça, c'est le troisième point. Quatrième point, c'est le French Paradox. On savait que les Français, les Suisses, ou d'autres même, les Maasai, peu importe, consommaient beaucoup de graisse. On savait, et pourtant il y avait de faibles problèmes cardiovasculaires. Mais comment se fait-il qu'il n'a pas pris ces pays-là, comme la Suisse, la France, qui consommaient du beurre, du gras, du siouf? Et pourquoi a-t-on diabolisé ces graisses-là? Pourquoi n'a-t-on pas mis ces pays dans le French Paradox? Quatrième point. Cinquième point. Vous avez des pays, lorsqu'il est revenu en 84 dans ces pays-là, dans les 7 pays, il a remarqué en fait que son French Paradox avait encore augmenté. Donc sa théorie était complètement fausse en fait. Et il a compris en fait qu'il s'est trompé à la fin, et il a compris ça. D'ailleurs, je vais vous dire une phrase, et là c'est la citation qui s'affiche, qui est très très importante dans Ansel Keys, puisque en fait Ansel Keys c'est focalisé sur la mortalité cardiovasculaire et non sur la mortalité de cause. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi, alors que ça peut augmenter l'espérance de vie aussi dans ces études-là, c'est très important, c'est une étude impressionnante. Hein. Et la phrase qui est citée est en Keys, donc c'est défendu avec des accusations en 84 en disant « Logique de supposer que les mesures permettant de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire amélioreraient la longévité, au moins chez les Américains, c'est-à-dire les hommes, d'âge moyen chez lesquels les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès prématurés. » Que l'étude des 7 pays, que les maladies en fait ne contribuaient qu'à 30% de la maladie décès et en fait qu'il n'y avait rien sur l'espérance de vie. Voilà en gros ce qui est passé sur Keys. Keys a décidé de faire ça. Sauf qu'ensuite il y a eu la guerre entre Judkins et Judkins qui défendait le sucre, enfin qui disait que le sucre était causé par cardiovasculaire, et Keys. Il y avait une bataille sans nom, l'un défiait l'autre. Sauf que en fait, Judkins n'avait pas de poids au niveau politique. C'est là où je l'ai dit sur le caractère d'Ansel Keys. Il n'avait pas de poids au niveau politique. Il n'avait rien pu faire. Keys est venu. Et c'était en 84, hein, il a fait Times, dans le magazine Times, il avait affiché, et là c'est la NIH et l'American Heart Association qui a appliqué en fait les recommandations. On a diminué les graisses de 40-35% à 15%. Donc au-dessus de 15, vous mourrez de problèmes cardiovasculaires selon Keys et selon le NIH et selon l'American Heart Association. Donc ce sont les recommandations qui sont restées, et elles sont restées. Ça a été appliqué et ça a été tragique en fait pour la communauté scientifique parce qu'on s'est battu. Et vous savez ce qui s'est passé avec l'industriel? C'est la courbe d'augmentation du sucre et des aliments ultra transformés, notamment des graisses. Alors la question qui s'est posée, c'est qu'effectivement il y avait une corrélation entre les graisses saturées, mais animales, et les protéines animales, notamment sur les maladies cardiovasculaires. Il y avait une association, mais il n'y avait pas de causalité. Et d'ailleurs la problématique c'est que leur jury l'explique aussi dans le régime méditerranéen qu'il est très très riche en acides gras monoinsaturés, notamment tout ce qui est présent dans l'huile d'olive, faible en acides gras saturés, végétal et animal. Faible en acides gras saturés, végétal et animal. Et riche en oméga 3 végétal et animal, notamment EPA, ALA et DHA, ALA, EPA et DHA, et faible en oméga 6. En fait, le régime méditerranéen, indirectement, sans diminuer les graisses, sans diaboliser les graisses comme le nutritionnisme, a amélioré en fait le critère, les équilibres entre les lipides. C'est pour ça qu'on parle de mode de vie. Vous devenez fou si vous regardez que les nutriments en fait. Comme disait leur jury, normalement on aurait dû s'intéresser à graisse saturée, équilibre graisse saturée, graisse mono ou polyinsaturée, en fait, qui était beaucoup plus important, et non pas le cholestérol qui est impactant, mais les graisses saturées sur les maladies cardiovasculaires, mais pas sur le cholestérol. Il aurait dû oublier le cholestérol. Et donc, en fait, on comprend mieux que Ansel Keys a un peu fait ce qu'il a pu, et c'est resté, parce que je vous dis, lorsqu'on a un mensonge qui revient, on y croit. Et lorsque vous faites les magazines, etc., il faut vraiment que le magazine Time, c'était un des plus grands magazines relus, hein, et donc des millions de personnes regardaient ça, on s'est retrouvés donc avec ça affiché partout, et on a cru en ça. Et donc vous avez maintenant l'ère des industriels, avec l'ère du low fat qui a été terrible, qui a été vraiment terrible d'ailleurs dans l'avènement des problèmes cardiovasculaires, puisqu'en fait ça n'a cessé d'augmenter. Je reparlerai de Framingham avec le bon et le mauvais cholestérol, et l'étude MRFIT, parce que elle est bien beau l'étude de Keys, mais ce n'est pas un essai clinique, même si ça a été une grande étude, parce que c'est là où ça a mis en relation et en avant le régime méditerranéen, le régime de longévité. C'est un régime intéressant. Le régime méditerranéen consomme un peu moins de graisse que le régime crétois, mais en tout cas les graisses n'ont aucun impact sur le problème cardiovasculaire. Peut-être c'est la qualité de ces graisses qui est importante, mais d'autant plus qu'il faut suivre un mode de vie et non des nutriments. Merci en tout cas pour cette vidéo là, c'est une vidéo qui m'a été importante de faire. On apprend beaucoup de choses, mais je pense que c'est aussi à vous d'être intelligent. Je vous donne mon idée, je vous donne ce qui est dit et ce que moi je crois, ce qui me permet moi peut-être d'éviter des problèmes cardiovasculaires ou ce que nous on conseille. Au lieu de s'intéresser au cholestérol, on aurait dû s'intéresser à l'hypercoagulation, c'est ça qui est problématique, l'hypercoagulation et ce qu'on appelle la médecine de précision,
ce qui n'a pas été donné aujourd'hui. Et donc on le reverra dans une deuxième et troisième vidéo. Merci à tous et n'hésitez pas en commentaire ou à lâcher un pouce bleu.